nuestro invitado Cristian Laval, le quiero presentar a ustedes. Cristian Laval es profesor de Sociología en la Universidad de París 10, Nanterre, y director del programa en el Collège Internacional de Filosofía. También es miembro del Centro Bentham e investigador asociado del Instituto de la Federación Sindical Unitaria. Está especializado en la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham y en el análisis de las políticas educativas de inspiración neoliberal. También es coautor de La Nueva Razón del Mundo. Con esto he presentado a Cristian y vamos a darle la palabra para comenzar con la conferencia. Cristian, ¿estás prêt? Oui, je suis prêt. Un minute et on va commencer. Bien, tu peux commencer. Voilà. Bon, je vous propose donc de parler de façon assez simple et assez brève Espero puedo hablarles en forma breve y sencilla du livre que nous avons publié très récemment, enfin à la fin du mois d'août, avec Pierre Dardot, publicado recientemente con Pierre Dardot, qui porte sur l'histoire de la souveraineté de l'État en Occident. que habla de la historia de la soberanía en Occidente. Voilà, et dont le titre voilà, essaye de rassembler un peu les choses, qui a pour titre dominer, le verbe dominer. El verbo dominar, usando Voilà. el verbo dominar. Alors, ce que je voudrais faire dans cet exposé, c'est de poser un problème. Esta ponencia es exponer un problema, una problemática. Celui de la relation qu'on peut faire entre souveraineté de l'État et globalisation capitaliste. O sea, el tema de la relación entre la soberanía de Estado y la globalización capitalista. Voilà, avec la globalisation, on a pu penser que l'État souverain se dissolvait. Du fait de son intégration économique dans de grands marchés régis par une gouvernance supranationale composée d'organismes financiers, économiques, etc. Bueno, la globalización dio a pensar que el Estado soberano se disolvía por su integración económica en vastos mercados regidos por la gobernanza de organismos supranacionales y que no era más que una cáscara vacía. Pero ahora continúo yo, ¿sabés? Con la lectura. Ahora sigo yo con la lectura y vos haces las preguntas. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Vos écoute, Christian. Alors donc voilà, on a pu penser alors que l'État devenait ce qu'on peut appeler une coquille vide. Alors je ne sais pas si on peut traduire ça en espagnol facilement, mais voilà, il n'y avait rien dedans, quoi. Voilà. La question en fait se pose de savoir si la subordination de l'État a des finalités ou a des logiques hétéronomes qui, d'une certaine façon, le font passer pour un instrument passif, avait signé le déclin de la souveraineté de l'État. Cabe preguntarse si la subordinación del Estado con fines heterónomos que lo hacen pasar por un instrumento relativamente pasivo en cuanto a fuerzas sociales, ideológicas o económicas, no señala el ocaso de la soberanía del Estado como tal. Voilà, alors donc je pense que le problème politique fondamental qui se pose à peu près partout concerne ce dilemme dans lequel on est pris, c'est-à-dire que je crois que toute analyse contemporaine aujourd'hui est sous-tendue par cette question. Soit d'un côté, l'État est regardé comme soumis à des puissances qui lui sont extérieures, qui le dépassent, et d'une certaine façon, nous serions entrés dans un néo-féodalisme, soit la souveraineté de l'État n'est pas encore une pièce de musée et joue encore un rôle crucial dans la structure de la domination. Bien. Voilà. Así el problema con el cual nos encontramos remite a un dilema que subyace en todo análisis contemporáneo del hecho político, sea que se contempla el Estado
como sujeto a potencias que le son exteriores, lo que nos llevaría a un neofeudalismo, o que por otro lado, la soberanía del Estado, lejos de quedar relegada al papel de pieza de museo, siguiera cobrando un protagonismo clave en la estructura actual de la dominación. Bon, là, je parle de quelque chose, je crois, d'assez évident, c'est-à-dire que on voit tous les jours que l'État est une réalité politique encore très, 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 très présente. Le monde est structuré par les États, par les relations entre les États. Les entreprises privées, de leur côté, ont toujours besoin des soutiens ou des protections, des subventions de leur État hein, dans la concurrence. Et puis, d'une certaine façon, la division sociale propre au capitalisme, la structure de classe des sociétés suppose un État puissant, actif, parfois répressif, hein, souvent répressif, capable de maintenir l'ordre social. Voilà, un ordre social qui est très inégalitaire. Entonces decíamos, por el hecho mismo de que el mundo sigue estando organizado en estados, que las empresas capitalistas precisan de toda la potencia de su estado en el juego de la competencia mundial, y que la división social propia del capitalismo convoque quizás más que nunca a un estado potente, capaz de mantener en el plano interno el orden de desigualdad en nombre de la soberanía electoral de los ciudadanos. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, pour aborder ces problèmes, le détour par l'histoire ou le recours à l'histoire de l'État est absolument nécessaire. Hein. Voilà. Alors, souverain, voilà. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire souverain? Souverain, quand on parle d'État souverain, ça veut dire supérieur. Bon, c'est simple, ça vient du latin superanus, ce qui n'a rien au-dessus, hein, ce qui n'est dépassé par rien. Voilà. Ça, c'est le point. Pardon, Cristian. ¿A qué llamamos soberanía del Estado? Soberano quiere decir superior, del bajo latín superanus, lo que no tiene nada por encima, lo que no es sobrepasado por nada en su género, que no está subordinado a nadie más. Alors, le terme peut s'entendre de façon différente. Il peut s'entendre de manière négative, c'est-à-dire absence d'un supérieur, c'est-à-dire au sens où, selon une vieille maxime médiévale, un roi, un monarque, ne se reconnaît pas de supérieur. Ce qui fait qu'il est souverain, c'est qu'il n'a aucun supérieur. El término puede entenderse de manera negativa en tanto ausencia de un superior, en el sentido que, según una antigua máxima, un rey no reconoce a nadie como superior a él. Mais cette signification, ce sens a évidemment sa contrepartie positive, puisque n'avoir personne au-dessus de soi, ça veut dire aussi que le souverain est supérieur à tout autre, est supérieur à ses sujets, il est supérieur au fond aux lois aussi, qu'il peut changer quand ça lui chante. Hein. Pero ese sentido tiene una contrapartida positiva. No habiendo nadie por encima de él, el soberano es en sí mismo superior a cualquier otro. Es superior a sus sujetos, pero también y sobre todo a las leyes por las cuales obliga a sus sujetos. Voilà, je crois que le point important dans cette histoire de la souveraineté, c'est que le roi, le monarque, le souverain, est, comme disaient les médiévaux, est legibus solutus, c'est-à-dire il est libre à l'égard des lois en vertu de l'axiome selon lequel celui qui fait les lois peut pour la même raison les défaire. Là, il y a une logique, si je puis dire, interne qui est essentielle à comprendre. Es superior a sus sujetos, pero también, sobre todo, a las leyes por las cuales obliga a sus sujetos. Él es legibus solutus, es decir, libre ante las leyes en virtud del axioma según el cual
aquel que hace las leyes puede, por la misma razón, deshacerlas y por ende no está obligado por ellas, mientras que los demás sujetos lo están. Voilà, c'est ça qui est le point important. C'est-à-dire que, en fait, les lois obligent les sujets, mais, mais le souverain, lui, n'est pas obligé par les lois, du fait même qu'il les domine. Si Dice c'est à Cristian l'État. que la ley obliga a los sujetos, pero no a quien es el rey o quien es el soberano. Él no está Voilà, obligado a eso. alors en fait, longtemps, en fait, bon, il faudrait refaire toute une histoire assez compliquée, mais à un moment donné, et c'est un moment historique très important, la qualité de souverain n'est plus attribuée à une personne, mais à l'État lui-même. L'État se détache en quelque sorte de la personne. De corresponder la cualidad de soberano al Estado y no a la persona de algún príncipe, tanto en su sentido negativo, ausencia de superior, como en su sentido positivo, superior a las leyes, dicha atribución significa entonces que el Estado no tiene nada por encima, no reconoce ningún superior a sí mismo y al mismo tiempo queda desligado de toda obligación ante sus miembros, así como ante las leyes que sus representantes promulgan en su nombre. Voilà, ça c'est le point, je pense, important. L'État souverain, ça a cette signification d'une personne publique, je vais y revenir, d'une personne publique qui n'est pas obligée par les lois comme les sujets le sont. Voilà. Alors d'un point de vue juridique, la souveraineté reste le critère de l'État, hein, de l'État d'aujourd'hui, de l'État moderne, hein, quand il définit la norme étatique de la supremitas, de la suprématie, qui est une qualité juridique qui consiste à pouvoir abroger toutes les normes dites inférieures sans pouvoir être elles-mêmes abrogées par ces mêmes inférieures. C'est donc le principe de l'État souverain, c'est le principe même de la hiérarchie des normes. Bueno, aquí hay un principio de jerarquías de normas. Desde un punto de vista jurídico, la soberanía queda como el criterio del Estado moderno o de nuestros días, cuando éste define la norma estatal de supremitas. Esto es, calidad jurídica de derogar todas las otras normas llamadas, entre comillas, inferiores, sin que dicha soberanía pudiera ser derogada por dichas normas inferiores. Voilà, moi je crois que c'est toujours important de revenir à l'histoire. Enfin, c'est pas des psychanalystes que je vais dire que l'histoire personnelle et collective est extrêmement importante. Et je pense que donc dans nos sociétés, il est très important de revenir même loin dans l'histoire et de regarder comment s'est constitué ce concept. Dice Cristian que es importante volver a la historia, que los psicoanalistas también, digamos, trabajamos con la historia, tanto individual como colectiva, pero que es un punto importante de esta conferencia que está dando, esta idea histórica. Voilà, ce concept donc qui est apparu à la fin du Moyen Âge est constitutif des États modernes sous deux aspects, hein. Celui du droit public interne et celui du droit international. Parler de l'État-nation moderne, c'est parler d'un centre politique, hein, qui s'est attribué le monopole de la production de la loi, à laquelle chacun doit obéir sur un certain territoire déterminé. Este concepto, aparecido al final de la Edad Media, es constitutivo de los estados-naciones modernos, bajo dos aspectos, el del derecho público interno y el del derecho internacional. Alors, c'est aussi, sur le plan justement international, parler du point essentiel, enfin je dirais du critère principal du droit international, qui est l'indépendance de chaque État par rapport aux autres États. Notion absolument essentielle en droit international. C'est le fameuse raison de non-ingérence, la non-ingérence dans les affaires d'un autre État. Donc, quand on parle de souveraineté, en fait, on parle de deux choses qui s'articulent l'une à l'autre. On parle d'une part de l'architecture institutionnelle interne
à chaque État, hein, avec cette hiérarchie des normes dont j'ai parlé, et on parle aussi d'une architecture institutionnelle externe, c'est-à-dire on parle aussi de la structuration politique du monde. Voy a volver a leer todo el párrafo para que tenga más sentido porque él habló en un momento, entonces lo retomo desde el comienzo. Este concepto, aparecido al final de la Edad Media, es constitutivo de los estados-naciones modernos bajo dos aspectos, el del derecho público interno y el del derecho internacional. Cuando hablamos de Estado-Nación moderno, hablamos de un centro político que se arrogó el monopolio de la producción de la ley, a la que cada quien debe obedecer dentro de un territorio. Y de la misma manera, hablamos de la independencia de cada Estado en relación con otros Estados, noción esencial en derecho internacional. En otros términos, hablamos de la articulación entre una arquitectura institucional interna y una arquitectura institucional externa. Voilà. Sur le plan interne, donc, comment envisager la souveraineté? Eh bien, on doit la comprendre dans l'héritage médiéval, justement, et sa perpétuation jusqu'à aujourd'hui. On doit la comprendre comme une puissance de vouloir et de commander qui est telle qu'elle ne supporte aucun veto de la part d'un groupe ou d'une institution sur le territoire donné. En el plano interno, la soberanía es una potencia de voluntad y de mando tal que no tolera ningún veto por parte de un grupo o institución. Et sur le plan externe, donc en droit international, la souveraineté se définit en fait comme une indépendance absolue, en tout cas sur le plan de l'idéal, puisque bon, il y a beaucoup de... En el plano externo, la soberanía se define como una independencia absoluta con respecto a toda otra entidad política. Mais comme je le disais tout à l'heure, les deux aspects, interne et externe, sont intrinsèquement liés. Il y a un juriste très important, juriste français, un théoricien en fait de l'État, qui s'appelle Carré de Malberg, qui montre justement, qui insiste sur le caractère inséparable des deux faces de l'État. Et il a cette formule qui devrait intéresser les psychanalystes, qui dit l'État est maître chez lui. Ça rappelle une phrase de Freud, justement, sur le moi maître qui est maître chez lui. Bueno, dice lo siguiente, estos dos aspectos que mencionó antes, tanto externo como interno, están intrínsecamente ligados. Y entonces va a citar a una jurista que se llama Carré de Malberg, que dice lo siguiente. Retomo acá la conferencia, porque Cristian dice algunos comentarios, algunos pudo traducir, otros se pierden. Pero bueno, vamos a la conferencia. Como lo dice Carré de Malberg, estas dos caras inseparables significan, la una y la otra, que el Estado es amo en casa. Él señalaba lo del psicoanálisis como maître, ¿no? También pasamos al castellano a veces sin traducir. Sería el Estado es maître en casa. Chez lui, lo de él. Mais chez lui, oui, le chez lui, c'est vraiment le maître. En fait, on peut dire vraiment que, bon, là, c'est pas dans le texte, mais ça me fait penser vraiment à cette idée que le maître, justement, se définit justement aussi par un chez lui. Et là, l'État est maître chez lui, c'est-à-dire, en l'occurrence, sur un territoire national et sur une population bien délimitée. Hein. Voilà. Et le territoire national, c'est quoi? C'est le territoire de l'État. Quand on dit territoire national, c'est le territoire de l'État, c'est le domaine de l'État. Au sens du mot latin, dominium. Hein. C'est bien le dominus, c'est bien une forme de dominus public sur un dominium. Cristian Laval está diciendo y poniendo énfasis, hasta donde las palabras le permiten, en el chez lui, él en castellano sería en casa, tendríamos que intercomillarlo y darle toda la fuerza de lo que sentimos como en casa, el hogar,
diciendo Cristian Laval que esto señala un territorio, y no solamente un territorio, sino todo lo que contiene ese territorio, lo que incluye entonces miembros individuales, pero también entidades colectivas. Y acá pone bastante énfasis Cristian Laval. El territorio nacional es el dominio del Estado. Toma una palabra latina, dice, en el sentido latín de dominum, con toda la fuerza de esto. Voilà. Digamos, Donc, voilà, on voit le rapport entre dominium, le domaine, le maître, le dominus, et la domination. La souveraineté de l'État est domination, et pleinement domination. C'est puissance, une potestas, mais aussi une domination, c'est-à-dire un exercice de l'autorité suprême sur un territoire donc approprié. Le terme est important parce que c'est aussi il y a une dimension de propriété, un domaine approprié par une personne, qui est une personne publique, qui exerce donc son pouvoir sur un domaine exclusif. Voilà. bien. Por ende, dice, va a hacer mucho énfasis en la noción de dominio, de dominancia, de dominado, el que domina. Entonces dice, la soberanía del Estado es dominación. O sea, ejercicio de la autoridad suprema por sobre un territorio apropiado por una figura pública, que es su dominio exclusivo. Pero este dominio no puede limitarse a un concepto de geografía política. El Estado soberano, esto es fuerte, es dueño de la cosa pública, de todos los medios del ejercicio de la dominación estatal, y en especial, como lo dirá Weber, de los recursos de la violencia legal. Voilà. En fait, Max Weber, quand il dit que l'État se définit par un monopole, celui des moyens de la violence légale, on dit légitime aussi, en fait, c'est une notion de droit public et tout à fait héritée du Moyen-Âge. Bon, alors, maintenant je passe à la question, est-ce qu'on peut parler de la fin de la souveraineté de l'État? Va a hablar ahora del final de la soberanía del Estado, como pregunta. ¿Hay un final, ese final en este momento de la soberanía del Estado? Cristian. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la souveraineté de l'État dans le cadre de la globalisation capitaliste? ¿En qué quedó, ¿en qué quedó hoy la soberanía del Estado en el marco de la globalización capitalista? Voilà. Mais là, Eduardo, si tu peux traduire ce petit supplément, cette petite note que je veux rajouter. La question, elle est... Hervé, ¿podés traducir lo que viene ahora? El micrófono, Hervé. Ahí está. Sí, Cristian, Hervé te va a traducir. Oui. Je voulais juste ajouter Quería agregar simplemente que cette question de la fin de la souveraineté de l'État est une question, je dirais, énorme, provocatrice presque. La pregunta acerca del posible final es una pregunta, digamos, a carácter provocativo. Car la souveraineté, le concept de souveraineté, la catégorie de souveraineté, la categoría, el concepto de la soberanía, en Occident, elle a 1000 ans. Lleva 1000 años en Occidente ya. Voilà. Il faut bien concevoir le fait que cette catégorie s'est construite, a été effective à partir du XIe siècle. A partir del siglo XI. Donc voilà, donc poser la question de la fin de la souveraineté de l'État, c'est évidemment poser la question d'une rupture dans l'histoire occidentale qui est absolument majeure. Preguntar en cuanto al posible final de la soberanía del Estado significa hablar de una ruptura mayor en el transcurso de la historia occidental. Voilà, je reprends le fil de la conférence. Bien, seguimos con la conferencia. Là, Eduardo a pu souffler un peu. Merci. Bon, alors donc, je reprends la question.
est-ce qu'aujourd'hui, on peut se demander si la souveraineté de l'État est brisée ou dissoute par la globalisation capitaliste? Alors, voilà la question que je voudrais poser. Alors, on peut dire qu'il y a des grands documents juridico-économiques, si je puis dire. Hein. Il y a deux grands documents. L'Acte unique européen de 1986, qui prépare le grand marché européen, et puis le consensus de Washington, donc de 1989, qui fixe 10 commandements auxquels doivent souscrire les pays endettés voilà, de la périphérie capitaliste. Et à mon avis, ce sont les deux documents les plus significatifs, ce ne sont pas les seuls, mais les plus significatifs peut-être, du nouvel âge néolibéral. Bien, se puede decir que el Pacto Único Europeo, 1986, que ha preparado la realización del gran mercado europeo, así como el Consenso de Washington, 1989, que ha fijado los 10 mandamientos a los cuales deben suscribir los países endeudados del sur e incluso del norte, son los dos documentos más relevantes de la nueva época neoliberal. Alors, on peut parler d'un constitutionnalisme économique, dire quelque chose, la forme qui a été cette condition majeure de la globalisation capitaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des droits potentiellement sans limite ont été accordés au capital par des législations nationales. Et ces lois, ces droits ont renforcé le capital au point que les États donc, sont conduits à réformer régulièrement, continuellement, leur structure dans un sens toujours plus favorable à l'accumulation du capital, selon une sorte de mécanisme ou de boucle d'auto-renforcement indéfini de la puissance du capital. Bien, este constitucionalismo económico, cual sea su forma, ha sido la condición mayor de la globalización capitalista del medio siglo pasado. Los derechos potencialmente ilimitados que las legislaciones nacionales le otorgan lo han reforzado hasta tal punto que los estados son llevados a reformar, esto subrayado, continuamente sus estructuras, en un sentido, y esto es lo que está transmitiendo con mayor énfasis, en un sentido siempre más favorable a la potencia del capital, según un bucle de autofortalecimiento indefinido, cada vez más. Bien. Voilà, on en a déduit parfois que l'État donc s'était rétracté, voilà, grand thème du rétrécissement de l'État, ou qu'il n'avait cessé en fait de reculer. Et parfois même, certains ont avancé l'idée que l'État avait été complètement aboli, anéanti en fait par le pouvoir, la puissance illimitée du capital. Se ha deducido de lo anterior, de esta potencia ilimitada del capital, acaba de decir, que el Estado se había retractado o que no había dejado de retroceder, es decir, que había sido lisa y llanamente aniquilado, vaciado. Oui, alors l'État paraît en effet débordé par des flux transnationaux qui sont matériels, qui sont immatériels, aujourd'hui surtout financiers. Mais on a vu que ça a été d'abord le cas avec les multinationales, dont les stratégies de développement étaient déconnectées donc des logiques territoriales. Et puis aussi, on l'a vu de plus en plus avec la globalisation financière. El Estado parece, de hecho, desbordado por los flujos transnacionales materiales o inmateriales, y sobre todo, hoy en día, financieros. Este ha sido el caso en primera instancia con las firmas multinacionales, cuya estrategia de desarrollo estaban desconectadas de los intereses y territorios nacionales, pero quedó aún más de manifiesto en el transcurso de los años 1980 con la globalización financiera. Voilà. Alors face à ce pouvoir inédit du capital, qui met en concurrence les États entre eux, il a semblé qu'il ne restait plus
comme marge de manœuvre à ces États que la surenchère, en fait, dans des politiques dites d'attractivité des capitaux ou des investissements et dans la soumission, en fait, aux diktats imposés par les fonds de placement financiers. Frente a este poder inédito del capital que pone en competencia a los estados, no les queda más a estos últimos que apostar a más en las políticas públicas, en su capacidad de atracción de las inversiones extranjeras y someterse a los dictados de los fondos de inversión. Voilà, c'est ce qui a donc conduit à cette espèce de production inflationniste de normes fiscales et sociales, donc qui était toujours en fait plus favorable au capital, et normes fiscales et sociales qui allaient bien au-delà en fait du respect des droits de propriété tels que les néolibéraux l'envisageaient autrefois. Así es como ha desembocado en aquella producción, también dijo inflación, una gran cantidad de normas fiscales y sociales, pero, este es el punto, cada vez más favorables al capital, mucho más allá del, entre comillas, respeto a los derechos de la propiedad, reclamado antiguamente por los primeros neoliberales. Oui, alors c'est pas une sorte de chantage finalement à l'évasion fiscale ou à la délocalisation que finalement on en est arrivé à ces mesures qui visent essentiellement à diminuer le droit du travail, à s'en prendre au droit du travail, à la protection sociale, aux services publics, etc. Cette soumission au capital global est cumulative, puisque les mesures prises ne font jamais qu'accroître la puissance du capital, qui est toujours plus exigeant en fait. Bien, mediante, la palabra es fuerte, la que utiliza Cristian Laval, el chantaje a la deslocalización, mediante el chantaje a la deslocalización y a la evasión hacia los paraísos fiscales, estas empresas logran obligar a los gobiernos a arremeter contra el derecho del trabajo, la protección social y los servicios públicos. Esta sumisión al capital global es acumulativa, ya que las medidas tomadas no hacen más que acrecentar su potencia. Bon, alors ce que présente là est assez connu. C'est là où la thèse de la fin de la souveraineté nationale ou de l'État trouve ses principaux arguments. À quoi il faut ajouter eh bien l'action d'acteurs institutionnels dites de la gouvernance globale, donc le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, etc., donc qui finalement semblent relativiser la centralité politique de l'État. Bien, la tesis del fin de la soberanía estatal encuentra aquí sus principales argumentos, a los cuales se puede agregar el rol desempeñado por los actores institucionales de la gobernanza global. Hemos traducido gobernanza para marcar la relación entre gobierno y gobernados. Los aspectos políticos a nivel internacional se han multiplicado, de tal manera que la centralidad política que asentaba la fuerza de los estados parece ir perdiendo mucho protagonismo, al punto tal que hasta la Organización Interestatal del Mundo, hoy encarnada por la Organización de las Naciones Unidas, parece quedar relegada a una función simbólica. Voilà, donc c'est à partir de là, si vous voulez, qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est vraiment aussi évident? Y a-t-il vraiment une évidence de la fin de la souveraineté étatique? La liquidation... Oui, tu veux... Si es evidente esto. Bien, perdón, Cristian. Oui, la liquidation de l'impérium au profit d'une espèce de dominium mondial du capital n'est-elle pas aussi une illusion? Voilà, je crois que c'est la question importante. El Estado no ha muerto, dice Cristian Laval. Pero ¿qué se puede pensar de esta evidencia en cuanto al fin de la soberanía estatal? Se pregunta, ¿la aniquilación del imperium nacional en beneficio del dominium mundial no será en ciertos aspectos una ilusión?
Alors, il y a une grande leçon du marxisme, je crois qu'il faut quand même rappeler, c'est que la domination du capital ne s'exerce généralement pas directement, hein. Elle passe par le souverain étatique, hein. Dice, en realidad es una gran lección del marxismo. La dominación del capital no puede prescindir del soberano Estado, no puede gobernar directamente. Voilà. Et les intérêts du capital supposent, comme l'avaient d'ailleurs reconnu eux-mêmes les principaux théoriciens néolibéraux, un État fort. Là, c'est l'expression État fort, hein, qui utilise tous les instruments de la souveraineté pour les mettre au service des droits du capital. Et cela, je crois, est plus vrai que jamais. Eh, sus intereses suponen, tal como siempre lo han reconocido los teóricos neoliberales, esto entrecomillado por supuesto, un Estado fuerte, que utilice todos los instrumentos de la soberanía para ponerlos al servicio de los derechos absolutos del capital. Y agrega Cristian, esto es más cierto que nunca. Alors, on peut dire que, oui, pardon, on peut dire que l'État est toujours protecteur, mais c'est un État protecteur surtout des droits du capital et de leurs propriétaires plus que des droits des salariés, hein. Mais est-ce que pour autant, on peut en conclure que l'État souverain est dépassé, qu'il est mort? Claramente dice, el Estado protector no protege más a los asalariados, protege a los capitales y a sus dueños, a menudo nómades. Y sin embargo, no es esta una razón para concluir que el Estado haya muerto. Non, oui, voilà, l'État, enfin, on peut soutenir que l'État souverain n'est pas mort du tout, qu'il vit encore, hein. Et je No ha voudrais donner muerto del quelques todo, raisons. vive todavía, aún sigue viviendo. Alors, quelles sont les raisons pour dire que l'État n'est pas mort? Ben, en premier lieu, la mondialisation elle-même a été produite par des États, hein. Ce sont des choix politiques qui ont présidé à la libéralisation des flux de marchandises et de capitaux, hein, avec un accompagnement bon, qui se voulait scientifique de la part des économistes. Dice que hay varias razones que van en este sentido. En un primer lugar, la mundialización ha sido producida por los estados. Las elecciones políticas son las que han determinado la liberalización de los flujos de mercancías y de capitales, apoyados en discursos económicos que apuntaron a otorgarles una legitimidad científica. Voilà, alors dire que la thèse de la mort de l'État, en fait, manque de voir les contradictions internes à l'ordre global, hein. Elle s'aveugle sur la montée en puissance, en fait, bon, d'institutions euh, qui. Enfin, elle est aveuglée par le fait que des institutions internationales donc, prennent la place de l'État, ou ils pensent que ces institutions prennent la place de l'État. Or, ce n'est pas aussi évident que cela. En segundo lugar, la tesis no logra evidenciar la contradicción interna dentro del nuevo orden global, enceguecida por el empoderamiento de las instituciones intergubernamentales e internacionales y su estrecha colusión con la potencia del capital, se muestra por demás confiada en la homogeneidad de la gobernanza global. Voilà, ça c'est un point aussi très important, c'est-à-dire que dire que l'État est mort, ça veut dire que d'une certaine façon, il y a une gouvernance mondiale très homogène et une espèce d'unification du monde complète sans contradiction interne. Or, en Perdón, fait, perdón, él dice entonces que esto llevaría a una suerte de gobierno mundial, global, homogéneo y sin contradicciones, una suerte de sumisión absoluta. alors, en fait, il faut rappeler que le problème crucial, c'est celui de l'articulation entre un nouvel ordre global, hein, qui repose sur la concurrence entre les entreprises, entre bon, les banques, etc. Bon, et qui doit obéir donc à des règles supranationales, mais et l'intérêt spécifique, l'intérêt propre de chaque complexe national formé par l'État et
les entreprises, les grandes entreprises, qui sont étroitement liées à cet État national. Sin embargo, es necesario recordar que el problema crucial permanece hoy en día en la articulación entre un nuevo orden global basado en la competencia regida por las reglas supranacionales y el interés propio de cada complejo nacional conformado por el Estado y las empresas relacionadas con él. Voilà, en fait, une fois que les grands États occidentaux se sont entendus sur les grandes règles internationales de libre circulation des marchandises et de circulation des capitaux, et une fois qu'ils ont chargé des grandes organisations internationales d'en diffuser l'idéal et d'imposer une certaine de régulation, chacun des États a logiquement voulu tirer avantage de la concurrence, hein, et défendre son propre intérêt. Una vez que los grandes estados occidentales lograron llegar a un acuerdo en cuanto a las reglas de la libre circulación de los capitales y de las mercaderías, y a encargar a las organizaciones globales la misión de difundir este ideal e imponerlo universalmente, cada Estado ha querido, lógicamente, sacar alguna que otra ventaja dentro de la competencia oligopolítica que los más poderosos habían implementado. Moi, je crois qu'il y a toujours eu un double jeu des États. D'un côté, il leur a fallu jouer le jeu du globalisme, ils étaient globalistes, et d'un autre côté, donc, c'est-à-dire en défendant les règles établies sur lesquelles ils s'étaient entendus, hein, selon en gros la logique du multilatéralisme. Et puis d'autre part, puisque ces règles sont celles de la concurrence, ils ont été amenés à utiliser justement toutes les armes à leur disposition pour l'emporter dans la bataille de la concurrence, en faisant jouer le protectionnisme, les procès contre les multinationales, le chantage divers et variés, etc. Bon, c'est-à-dire qu'ils ont été globalistes d'un côté et nationalistes aussi. Hein. Je veux dire, Trump ou Boris Johnson, Make America Great Again ou Get Brexit Done, c'est des expressions évidemment nationalistes, mais d'un nationalisme que j'appellerais concurrentialiste. Voilà. Esto ha dado lugar a un doble juego por parte de los estados, un punto nodal de la conferencia de él. Por un lado, han intentado durante mucho tiempo seguir pareciendo globalistas, defendiendo las reglas establecidas según la lógica del multilateralismo, pero, por otro lado, dado que estas reglas son las de la competencia, tuvieron que recurrir, algunas veces ostentando tintes nacionalistas, esto es lo que acabo de decir, Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, Get Brexit Done, lo que dice Boris Johnson, lograr el Brexit, con todas las armas a su alcance para lograr su cometido en la batalla de la competencia, inclusive comprometiendo a aquellas que pudieran amenazar las reglas de la globalización. Hablamos del proteccionismo, los juicios a las multinacionales o a los bancos, el chantaje a la retracción de la defensa militar, etc. Todas medidas que los Estados Unidos y sus países seguidores saben perfectamente manejar. Voilà. Et bon, alors voilà pour l'idée, pour résumer un peu, l'idée c'est que la lutte concurrentielle telle qui définit l'âge néolibéral, cette lutte concurrentielle a besoin des États, voilà, a besoin de la puissance des États. Les multinationales ont besoin des États pour en resumen, projeter toda esta l'extérieur. competencia tiene necesidad de los estados, les son necesarios. Et des deux côtés, c'est-à-dire à la fois pour projeter leur puissance à l'extérieur, les multinationales ont besoin des États qui les soutiennent, mais aussi elles ont besoin de l'aide de l'État pour venir s'installer dans d'autres territoires. Hein, voilà. Alors évidemment, les agences et les organisations supranationales ou supragouvernementales bon, sont indispensables pour fixer des normes communes,
et veiller au respect d'entre elles. Mais ces organisations internationales, elles n'ont pas d'armée, elles n'ont pas de police pour faire appliquer les règles dans le monde. Bien. Il Por n'y a otra que les parte, États. Voilà. perdón, por otra parte, la fuerza del Estado mantiene toda su importancia en esta puja de competencias, especialmente para con las multinacionales que no pueden prescindir en absoluto de los estados respectivos, como también de la ayuda de estados que se abren a sus instalaciones e inversiones. Además, si bien las agencias y organizaciones supranacionales y supragubernamentales resultan indispensables para establecer las normas comunes y asegurarse que se cumplan, sin embargo, no disponen de fuerzas armadas ni policiales para aplicarlas en el mundo. Voilà. Et enfin, il y a quand même un aspect important. Le globalisme aujourd'hui s'accompagne d'un renforcement politique et militaire, enfin policier et militaire des États qui sont donc de mieux en mieux armés, qui dépensent des sommes de plus en plus considérables finalement pour défendre leurs intérêts et appliquer justement les règles de l'ordre global. La domination néolibérale suppose le maintien et le renforcement de la souveraineté étatique, laquelle est un point d'appui symbolique, matériel, physique, policier, militaire, en fait indispensable à la puissance du capital. Ne serait-ce que pour contenir ou écraser les révoltes, les insoumissions des gens qui se révoltent contre l'ordre inégalitaire. Además, si bien las agencias y organizaciones supranacionales y supragubernamentales resultan indispensables, como decíamos antes, para establecer estas normas, dijimos que no disponen de fuerzas armadas, razón por la cual es de suma importancia que los estados sean cada vez más y mejor equipados, militarmente y policialmente, para hacer que se cumplan, tanto en el exterior como en cada territorio nacional, las políticas neoliberales y reprimir las eventuales revueltas que los cuestionen. No hay lugar a dudas en este punto. La dominación neoliberal supone el mantenimiento y el refuerzo de la soberanía del Estado, por ser un punto de apoyo simbólico y material indispensable en la potencia del capital, aunque solo fuera para mantener a raya las oposiciones a un sistema económico cada vez más inequitativo y destructor del medio ambiente. Voilà. Donc, en fait, j'en viens à la thèse positive, si je puis dire, enfin, l'idée que nous soutenons dans le livre Dominé, c'est que ce qui s'est Retomo una passé... tesis positiva que acaba de publicar en su libro Dominar. Oui, voilà. Voilà. La thèse est la suivante. Ce qui s'est passé, ce n'est pas la fin de la souveraineté, ce n'est pas le retrait de l'État, ni même son affaiblissement général, c'est une mutation de la souveraineté elle-même. El título que tenía esta parte de la conferencia es La recomposición neoliberal del Estado soberano. Dice Cristian, lo que ha ocurrido no es el fin de la soberanía, sino su mutación. Voilà. La globalización ha desembocado en una transformación en profundidad del Estado en su función y en su forma. Voilà. Voilà, transformation de sa forme, transformation de sa fonction. L'État et le marché mondial ne s'opposent pas de façon simple. Il n'y a pas d'un côté le marché, de l'autre côté l'État. Non. Il y a entre le national et le global, entre l'intérieur et l'extérieur, donc des intrications, ou je dirais une topologie beaucoup plus complexe que la simple opposition ou la simple extériorité des deux. No hay simplemente una oposición, es mucho más complejo. Incluso utiliza un término que usamos los analistas, dice la topología es bastante complicada. Siguiendo el hilo de la conferencia, él decía, el Estado y el mercado mundial no se oponen, entonces, según una simple división entre lo nacional y lo global, el interior y el exterior. Es mucho más complejo, acaba de decir Cristian Labarre.
Voilà. Ça, c'est un point important. Vous qui faites de la psychanalyse et vous êtes des spécialistes de la topologie. Es un punto importante porque los psicoanalistas, entre comillas, somos especialistas en la topología. Así que ya la va. Bien voir que, On peut continuer. en fait, bon, voilà, nous on s'est appuyé sur un auteur, une auteure qu'on trouve très importante, qui est une spécialiste de sciences politiques, qui s'appelle Saskia Sassen, hein, nord-américaine. Selon Saskia Sassen, l'État a désormais pour fonction essentielle de faire pénétrer en fait les contraintes globales dans le champ du national, en même temps qu'il façonne à son avantage, et comme il peut, à la mesure de ses moyens, le champ global. Donc deux versants en quelque sorte de l'action de l'État. Intériorisation ou intégration de la norme globale et en même temps action sur l'ordre global. Bien, él está nombrando a un autor, Saskia Sassen, entonces norteamericano, cristiano, Oui. norteamericano, que es especialista en estos temas, quien dice, hoy en día el Estado tiene una función esencial, la de abrir las puertas a las presiones globales dentro del campo nacional y al mismo tiempo amoldarlas para su provecho, según sus posibilidades en el campo global. El Estado entonces se redefine hoy como un agente doble, protagonista de la globalización y de la desnacionalización. Dicho de otro modo, la globalización se instaló en el corazón del Estado. Es más, pasó a ser la nueva razón de Estado. Voilà. Alors là aussi, affirmation quand même qui mérite discussion, globalisation comme nouvelle raison d'État. C'est la thèse en tout cas de Saskia Sassen. Esta es la tesis de Saskia Sassen. Le changement de fonction, donc le changement de fonction de l'État devient de plus en plus perceptible et effectif à mesure que se déploient, se radicalisent même les politiques néolibérales. Este cambio de función del Estado es cada vez más perceptible a medida que se desarrollan y se radicalizan las políticas neoliberales. Alors, toutes les fonctions, même les plus traditionnelles de l'État, la fonction la monnaie, l'éducation, la santé, la sécurité intérieure, l'armée, l'aménagement du territoire, toutes les politiques ont été donc affectées par cet engagement dans la globalisation et dans ces politiques d'intériorisation de la contrainte globale. Casi todas las funciones del Estado, la moneda, la investigación, la enseñanza, la salud, la seguridad interior, las Fuerzas Armadas, la administración del territorio, se han visto afectadas por este compromiso con la globalización. Todas las políticas... perdón. Non, mais c'est ça, c'est la compétitivité. Enfin, je ne sais pas comment on dit en espagnol, mais... Competitividad. La compétitivité, voilà, devient le maître mot de toutes les politiques publiques, même celles qui semblent le plus éloignées du champ de l'économie. Todas las políticas, en mayor o menor grado, se rigen por el imperativo de la competitividad. Los imperativos de competitividad se impusieron sobre el conjunto de las políticas. Voilà, donc de là, le fait que l'État impose dans le territoire qu'il administre les normes privées, supranationales, qui sont en vigueur donc, dans l'espace économique global. Ces normes sont celles de la libre circulation du capital, la moindre taxation des profits, et ce qu'on appelle des normes globales, ce ne sont rien d'autre que les normes du capital global qui sont mises en œuvre par chaque État national. Chaque État souverain, en fait, est amené à mettre en vigueur les normes globales. El Estado impone en el territorio que administra las normas privadas y o supranacionales que rigen en el espacio económico global. En primera instancia, estas normas son las de la libre circulación del capital y una menor tributación aplicada a las ganancias que sus dueños puedan lograr. Lo que llamamos entonces normas globales son las normas del capital global implementadas por el Estado soberano
cada Estado, en el sentido del monopolio de la dominación política que éste ejerce dentro del territorio nacional. Voilà. Donc, voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre ce double jeu, le fait que l'État est un agent double, en fait, qui a comme tâche d'implanter le global dans le territoire national. Bon. Perdón, Ça, je l'ai déjà dit, c'est pas la peine de répéter. Mais une conséquence, je reviens à la conséquence. Hein. A minute, Cristiano. Oui. El Estado tiene entonces ahora como tarea central asentar lo global en el territorio nacional, implementando todas las medidas favorables al capital extranjero y en especial integrando el derecho international y europeo de la legislación. Voilà. Alors, une conséquence peut-être théorique qu'on peut en tirer, et politique aussi, c'est que le plus important n'est pas de répéter toujours qu'il y a soustraction, rétrécissement, destruction du pouvoir de l'État, ce qui exprime tous les termes négatifs qu'on utilise, dérégulation, déréglementation, décloisonnement, démantèlement, etc. Ce qui importe peut-être plus, c'est la production de règles nouvelles, c'est la production d'une légalité nouvelle qui vise à garantir les droits du capital global. Bueno, esta es una parte muy importante de lo que él viene construyendo y dice lo siguiente. Esto nos lleva a la siguiente consecuencia teórica y política importante. Ya no es más importante, como se repetía, la sustracción o la destrucción del poder del Estado, lo que se expresa habitualmente en términos de desregulación, desreglamentación, liberalización, desmantelamiento, etc. De lo que se trata ahora es de la producción de nuevas reglas, leyes o decretos que interiorizan la norma global, construyendo un nuevo marco institucional y normativo interno, pero sometido a los imperativos del capital global. Se trata sin duda de la producción de una nueva legalidad que apunta a garantizar los derechos del capital global. Voilà, alors donc je vais passer rapidement sur l'idée suivante, c'est-à-dire que évidemment cette production légale est asymétrique. Ce sont les pays les plus puissants qui peuvent l'imposer, même s'ils font passer cela sous couverture d'organisations internationales qui sont supposées neutres. Hein. Bon, mais je voudrais passer à l'idée importante, c'est la dénationalisation partielle de l'État national. Comment concevoir le fait qu'on a un État national qui se dénationalise et qui se dénationalise finalement à l'aide des moyens de la souveraineté. Voilà. C'est ça la question, semble-t-il, fondamentale. Bueno, él quiere pasar este punto de esta conferencia que está dando, donde habría una especie de oxímoron en el sentido de una desnacionalización de estados nacionales. ¿Cómo entender esta cuestión? Entonces, siguiendo este hilo de lo que él viene diciendo, se pregunta lo siguiente, afirma lo siguiente. La desnacionalización parcial del Estado nacional acarrea consigo la desarticulación del territorio nacional. Voilà. Ça, c'est un point important. Le fait que, historiquement, État et territoire, en fait, allaient ensemble, et le rapport historique entre l'État et le territoire est en train de se défaire. L'État n'ayant plus pour fonction de protéger les citoyens des chocs extérieurs, mais celui d'adapter les populations aux impératifs du marché. L'État est conduit, par exemple, à se retirer de régions entières, à concentrer les moyens dans des lieux stratégiques de la globalisation, par exemple des grandes villes, hein, ce qu'on appelle des villes mondiales, par exemple. Hein. Bien. Esta es quizás la parte más importante de lo que está presentando. Vuelvo desde lo que estaba diciendo antes. La desnacionalización parcial del Estado nacional acarreaba entonces una desarticulación del territorio nacional. Rompe una idea histórica, que era la relación entre el Estado y el territorio. Esta a partir de ahora se deshace. Ya no tiene más como función proteger a los ciudadanos de un conflicto exterior, sino de adaptar a la población a los imperativos del mercado. Lleva al Estado a retirarse de regiones enteras y a reorganizar sus recursos en los lugares estratégicos de la globalización. Voilà. Donc, cette dislocation du rapport État-territoire, on pourrait dire aussi
que l'État est amené à jouer contre la population nationale et contre ses intérêts, donc conduit finalement à ce que l'État se transforme en une sorte de police générale, à l'aide d'ailleurs d'agents privés aussi, une police générale, une police globale presque, qui prend appui sur des relais locaux, prendre appui sur des États finalement nationaux comme autant de relais de la domination du capital et de la défense des droits du capital global. Bien, si la globalización, como veíamos entonces, disloca la relación entre Estado y territorio debido a los flujos de las mercancías, de los capitales, de la información, de las imágenes y eventualmente de los hombres, esto lleva o desemboca en la implementación de una suerte de policía general, a la vez pública y privada, nacional y global, económica y política, que se apoya sobre los estados nacionales como sedes claves en la protección del derecho del capital y de sus ingresos a escala mundial. Alors, pour conclure, on pourrait dire que ce qu'on appelle le néolibéralisme autoritaire aujourd'hui ce n'est pas du tout un accident de l'histoire, ce n'est pas un événement même surprenant, ni un dérapage momentané de dirigeants autocratiques, etc. Bon, cela relève d'une nécessité, c'est-à-dire l'intégration dans un ordre économique global qui est favorable au capital, qui génère des inégalités très obscènes, de plus en plus affolantes, en fait suppose, c'est ce que je crois, la réaffirmation violente de la souveraineté étatique avec un visage policier, punitif, de plus en plus manifeste. Bien, para resumir lo que él viene diciendo y para concluir esta conferencia, y pasaremos luego a las preguntas a Cristian, él dice, en definitiva, el neoliberalismo autoritario no es solo un accidente de la historia, esto él lo remarca, ni un exceso momentáneo de dirigentes arrogantes. Esto atañe a una necesidad práctica, la integración dentro de un orden económico global favorable al capital y generador de inequidades cada vez más obscenas, lo que supone la reafirmación represiva de la soberanía del Estado. Y finaliza, a mi modo de ver poéticamente, cuyo rostro policial y punitivo aparece cada vez más de manifiesto. Merci, Cristian. Je vous en prie, merci à vous de votre attention. Bueno, vamos a abrir ahora entonces a las preguntas. Les pedimos, como siempre, por favor, quienes ya conocen esta actividad, que sean preguntas cortas, concretas. Recuerden que Hervé tiene que hacer la traducción. On ouvre les questions, si quelques personnes veulent poser une question, avec la main, oui, et puis on construirá en orden. Bueno, comenzamos. Hervé, tomamos acá la posta. Cristian, una pregunta. Une question. ¿Hay alguna cuestión que me parece oximorónica entre hablar de capitales y capitales nómades? Porque los nómades, de alguna forma, rechazan el Estado. ¿Esto es algo que tú pones para reforzar la idea de un capital? ¿O son capitales migrantes? Esta es como mi pregunta hacia vos hoy. ¿Podrías reformular tu pregunta por tramos, de tal manera que pueda traducirse Claro. más en detalles? Y se produce un oxímoron entre capital y nomadismo. Il y a une sorte d'oxymoron entre le nomadisme et le capitalisme, Toda vez que los nómades resisten el Estado. dans la mesure où les capitaux nomades résistent aux États, en fait. ¿Puedes decir algo más de esto? ¿Es una contradicción o no lo estoy entendiendo bien? Alors, est-ce que c'est une contradiction ou c'est quelque chose que je n'ai pas tout à fait saisi? Merci, Cristian. Oui.
En réalité, c'est les deux. Las dos cosas al mismo tiempo. Les historiens du capitalisme, Historiador del capitalismo, Marx peut-être en premier, Marx primero quizás. Hervé, un poquito más fuerte puede ser. Bueno, ¿me Gracias. escuchan mejor? Ahora ¿Así? sí. ¿Me escuchan mejor? Bueno. Voilà. Donc, les historiens du capitalisme, je pense évidemment à Marx, je pense Historiador del capitalismo pensando en Marx, à Karl Polanyi, à Brodel, Carol Polanyi, Brodel, ont souvent, presque toujours même montré le lien entre les États siempre mostraron et, la relación entre et le, et Estados le- et le capitalisme, entre y el capitalismo. Marx, par exemple, fait l'articulation entre la Marx articula la violence étatique et la violence intra-économique, la violence du capital. articula la violencia intraetática y la violencia económica. Bon, donc je crois aujourd'hui qu'on est on est toujours dans cette situation d'un capital qui s'appuie massivement sur les États et qui fait des États leurs principaux soutiens. Seguimos en la misma situación en que los capitales se apoyan en los estados como principal respaldo. Alors, en même temps, évidemment, je conçois bien qu'il y a Entiendo al mismo tiempo des que logiques différentes, puisque hay lógicas diferentes. l'État assure une domination territoriale. El Estado garantiza una dominación territorial Et qu'il est aujourd'hui obligé y hoy en día se ve obligado a d'incorporer dans les politiques publiques des impératifs qui sont ceux du capital global. se ve, sin embargo, obligado a integrar en las políticas nacionales políticas globales, Voilà. imperativos globales, mejor Voilà. dicho. Donc, chaque État est aujourd'hui obligé, finalement, d'assurer cette domination Cada territoriale Estado se ve obligado a garantizar esa dominación territorial, por una parte, pour une population donnée, tout en mettant en œuvre des politiques favorables au capital global. Voilà. pero al mismo tiempo implementando políticas favorables al capital global. Alors, on peut dire effectivement qu'il y a quelque chose de souvent, très concrètement, de l'ordre de la tension ou de la contradiction interne. Hay algo que tiene que ver quizás con tensiones o contradicciones a nivel interior. Bon, moi je vais prendre une formule, Eduardo, je vais prendre une formule. Voy a tomar una fórmula. Les psychanalystes, ils aiment bien s'attacher justement aux Los significants. analistas les gusta Voilà. Les dirigeants du monde, beaucoup de dirigeants de gouvernement disent qu'ils sont obligés de faire des politiques courageuses. Muchos dirigentes políticos del mundo dicen, esgrimen que tienen que hacerse cargo de políticas valientes. Alors, courageuse, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Valientes? ¿Qué significa? Cela veut dire des politiques contre la population, contre les intérêts de la population. ¿Qué significa entonces? Significa que van a asumir políticas en contra de su población, de sus ciudadanos. Voilà, c'est exactement ce type de formule qui dit une logique que j'ai essayé de décrire, la logique de... Ese tipo de fórmula dice, expresa claramente ese tipo de lógica. La logique de l'importation de la contrainte globale contre une population nationale. De la importación dentro de los territorios de lógicas globales en contra de las poblaciones vernáculas. Voilà. Hay alguien que estuvo escribiendo en 2 o 3 oportunidades, José Rosowski. ¿Querés decirlo, José? Porque hay una de las intervenciones es como bastante extensa. Tal vez estaría bueno que lo puedas decir para hablar de... José Rokowski souhaiterait vous poser une question, mais il a posé une question qui semble très très longue. Il va peut-être prendre la parole pour exprimer plus en détail sa question. Agradezco la palabra. Aparte de haber estudiado psicoanálisis con mis maestros,
de origen soy abogado y administrador público. Mi planteamiento José, habla así, te tienen que traducir, anda haciendo cortes. Sí, perdón. Alors, en plus d'être psychanalyste, je suis également avocat. Y administrador público. Et administrateur public. Entonces, encontré que ya en Roma había en el mismo foro dos instituciones diferentes. Et donc, j'ai trouvé au cours de mes recherches que déjà à l'époque de Rome, il existait dans le forum deux institutions distinctes. La res pública, es decir, el foro político donde se decidía todo lo que era necesario para el Estado. Alors, d'une part, la res publica, où on débattait de tous les éléments nécessaires concernant l'État. Y la res mercatoria, el mercado en donde llegaban las mercancías de todo el mundo y en donde los que traían las mercancías trataban de influir en la política romana. Et donc, face à la res publica, la res mercatoria, où tout le monde a amené donc, ses marchandises et essayé d'avoir une influence sur les décisions de l'État par rapport aux marchandises. Por eso escribí allí que, de acuerdo a lo que dice Christian Laval, es cierto que el mercantilismo está invadiendo como parásito todos los estados, pero el parásito necesita un huésped fuerte, porque si el huésped desaparece, el parásito también desaparece. Alors, de la même façon, c'est pour ça que j'ai écrit en ce sens, en reprenant un petit peu vos logiques, c'est que le flux des marchandises a besoin absolument d'un lieu, d'un état, tel un parasite, parce que si effectivement l'État disparaît, les marchandises aussi disparaissent, ne peuvent pas circuler. Pásale. Bueno, eso ya todo, gracias. Gracias, José. Voilà tout, merci. C'est très bien. Oui. Muy bien. Me le pareció muy acertado. Oui. Graciela Brescia, ¿querías decir algo? Graciela Brescia va prendre la parole. Sí. Agradecerle a Christian que hubiera corrido el velo de la relación del neoliberalismo como capital globalizado y el Estado. Alors, vous remercier tout d'abord d'avoir levé le voile sur la relation entre le capitalisme, la globalisation et sa relation avec l'État. Porque desde el socialismo real siempre se acusó al Estado de ser la sede del dominio. Alors, depuis le socialisme réel, on a toujours accusé l'État d'être le centre du pouvoir de la domination. Y bajo el paraguas de la democracia se trata de ocultar esta relación que Christian ha develado. Alors, sous le parapluie de la démocratie, on a toujours cherché à occulter cette relation entre l'État, entre el Estado y el capitalismo global. Entre l'État et le capitalisme global. Una pregunta. Voici ma question. Sí. ¿Cómo pensar la lógica de este neoliberalismo de capital globalizado? Comment penser la logique les logiques de ce capital globalisé? Y el resto de los estados y el dominio de los estados nacionales. Et la domination des États nationaux. Sí. Sí, pensando en la paradoja de Russell de que no habría un catálogo que contiene a todos los catálogos. Alors, pensant au catalogue de Russell, mentionnant le fait qu'il n'y a pas de catalogue qui contienne tous les catalogues. Gracias, muchas gracias. Voilà la question.
Oui, je n'ai pas très bien compris No, no entendí del todo la formulación final de la pregunta. si elle veut expliquer. ¿Podría explayarse un poco más sobre la pregunta? Sí. ¿Cuál es la lógica ¿Qué es la lógica que rige la relación del neoliberalismo como capital globalizado entre le néolibéralisme? Quelle est la relation entre le néolibéralisme comme capital globalisé y los estados nacionales, et les États nationaux, teniendo en cuenta o pensando desde la lógica de Russell de que no habría un catálogo, que en este caso sería el neoliberalismo como capital globalizado, en pensant au catalogue de Russell, en se faisant référence ici au capital globalisé, y cada uno de los estados nacionales. et chacun des États nationaux. En pensant la relation entre le capital globalisé et chacun des États nationaux. Je ne suis pas certain d'avoir très bien compris, moi non plus, la question. Enfin, moi, je peux répondre à côté de la question. Vous. Voy a intentar una respuesta. Non, je vais tenter de répondre parce que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien saisi tous les No estoy seguro de haber entendido del todo dimensions de la la question. dimensión de la pregunta. Mais souvent, on nous pose la question de dire, mais l'État n'est pas seulement l'agent double, puisque en A veces fait, nos preguntan, porque mencionando el hecho de que el Estado no es solamente el agente doble. oui, et en fait, l'État lui-même n'est pas une réalité totalement homogène qui n'obéit qu'à une seule logique. El Estado no es del todo una realidad homogénea, respondiendo a una única lógica. Évidemment, il a une fonction d'administration générale Tiene un papel de administración, gestión general, por supuesto. de la vie d'une population et il s'est lui-même transformé au fur et à mesure des aspirations démocratiques et sociales. Y se transformó a lo largo de las aspiraciones democráticas y sociales de la population, voilà, et des de la luttes, población, sociales, des luttes y de politiques las luchas políticas qui ont amené au service public, qui ont amené à l'éducation pour tous, qui que ont amené à la desembocaron santé. en la salud pública, la enseñanza pública. Bon, donc évidemment, l'État a une histoire et au fur et à mesure de cette histoire, des fonctions nouvelles sont apparues et se sont développées. Bueno, el Estado claramente en ese sentido tiene una historia y a lo largo de su historia varios papeles, varias funciones aparecieron y se desarrollaron. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment des fonctions devenues classiques de l'État. Lo interesante sería de ver cómo funciones clásicas del Estado se transforment. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé en tant que sociologue de l'éducation, j'ai beaucoup travaillé sur les transformations des politiques publiques en matière d'éducation. Bueno, como sociólogo trabajé mucho sobre las transformaciones de las políticas educacionales públicas. Donc, en fait, c'est cette fonction donc, classique de l'éducation publique, qui s'est transformée de l'intérieur. En realidad, la función de la educación clásica se transformó del interior. C'est-à-dire, en fait, en adaptant les populations et les services publics aux impératifs du capital global, ce sont les formes de l'intervention de l'État qui changent. Adaptando las necesidades al capital global, son las formas que cambiaron. Voilà. Donc l'éducation, par exemple, l'éducation, alors en France, en Europe, dans beaucoup de pays, c'est soumise, et de plus en plus soumise,
à des impératifs économiques de La enseñanza fue productivité. sometiéndose cada vez más a imperativos socioeconómicos. Voilà. Donc, quand on dit changement de fonction de l'État, il faut aussi analyser la transformation des formes de l'intervention publique, des formes de l'action publique. Cuando hablamos de cambios en las funciones del Estado, tenemos que hablar también de las formas en que van dándose esos cambios. Sí, perdón. Vivian, Muchas gracias. una pregunta. Perdón, Graciela. Vivian. Muchas gracias. De micro, Vivian. Le micro est fermé. Voilà. Dans le livre commun, En el libro común, dans le livre commun, vous nous parlez beaucoup de ce point de désaccord avec Tony Negri sur l'usage du mot de la souveraineté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le point de divergence avec Tony Negri? en el libro que publicó en común, nos habla mucho de una divergencia con Tony Negri acerca de la definición de la palabra, ¿de quel mot, pardon? La souveraineté. De la divergencia de concepto alrededor de la palabra soberanía. ¿Podría explayarse en ese sentido? Oui, en fait, le point de désaccord El punto de desacuerdo porte sur exactement le point que j'ai dit dans cette conférence, c'est-à-dire l'idée selon laquelle nous serions dans un tout autre régime, nous serions entrés dans un tout autre régime de la souveraineté. radica en el hecho de que habríamos pasado a otro régimen totalmente distinto de lo que se llama la soberanía. Voilà, en fait, ça serait ce qu'il appelle l'empire. L'empire, ça serait une souveraineté impériale qui serait constituée de la fusion, qui serait constituée par la fusion donc du pouvoir du capital et des pouvoirs politiques, juridiques, mais des fois constitués par des grandes organisations internationales. Entonces, el imperio sería el resultado de la fusión de los intereses de países y de grandes capitales internacionales. Voilà, donc en fait, c'est la théorie selon laquelle désormais, dès maintenant, la souveraineté de l'État est supprimée en quelque sorte. Es la teoría que dice que ya la supremacía, la soberanía del Estado quedó suprimida. Ok, merci. Una pregunta voy a hacer también entonces. Has mencionado en tu libro común experiencias de Argentina. Vous avez mentionné dans votre livre des expériences en Argentine. Por ejemplo, Cerámica Sanón, Cerámica Sanón, Hermanos, haciendo hincapié en el trabajo mancomunado de empresas sin patrón. En mettant l'accent sur le travail en commun d'entreprises sans patron. ¿Sería una resistencia, un modo de resistir a esto que estás diciendo ahora, de buscar nuevamente una suerte de soberanía propia de las personas? Est-ce que ce serait une forme de résistance à ce que vous avez mentionné en essayant d'instituer une forme de suprématie propre, de souveraineté, pardon, propre. Oui. Non, oui. Pardon. Oui, tout à fait. Mais l'exercice n'est pas facile. Voilà. Oui, bien sûr, il nous faut penser des formes de souveraineté populaire, des formes Tenemos que pensar forma de soberanía popular también. Oui, des formes d'autogouvernement qui concernent le champ de la production, les systèmes productifs,
comme les systèmes politiques. Formas de autogestión de nuestro gobierno relativos a la producción o a lo político. Oui, c'est notre projet politique, un projet politique de gauche radicale ou de Es un démocratie. proyecto de izquierda radical, es nuestro proyecto. Voilà. ¿Y Donc, qué? oui. No, perdón, Vas-y. perdón. Je vous appelle. Non, vas-y, j'ai fini. ¿Y qué lugar para los políticos profesionales? Et quelle place pour les politiques, là? Mais le politique, il est d'une part dans les institutions qui sont faites pour décider à tous les niveaux. Está presente en el seno de las instituciones en donde se toman las decisiones. La politique, elle n'est pas concentrée dans l'État. La politique, elle est dans les communes, elle est dans les départements, les régions. Elle est là où des citoyens sont rassemblés pour délibérer et décider. La política no es un hecho exclusivo del Estado. La política se encuentra en los pueblos, en los grupos de ciudadanos, en unidades administrativas de todo tamaño, ahí donde se encuentran los ciudadanos que deliberan y que toman decisiones. Oui, ce que nous interrogeons et ce que nous critiquons également, c'est la concentration monopolistique de la politique par l'État. Lo que cuestionamos básicamente es la concentración monopolística de la política, de la práctica política por parte del Estado. Voilà. Et je crois que c'est une dimension très importante du socialisme historique. Es una dimensión sumamente importante del socialismo histórico. Mais le socialisme historique a connu une déviation, enfin deux déviations importantes. El socialismo histórico conoció dos desvíos históricos. Alors la première déviation, c'est l'économisme, c'est la dissolution de la politique dans l'économie. O sea, el hecho de haber disuelto el hecho, la palabra política dentro del modelo económico. Et la deuxième déviation, elle est bien connue, c'est le communisme d'État, c'est-à-dire la surétatisation de la politique. Y la segunda forma fue el comunismo de Estado, o sea, la sobreestatización de las políticas económicas. Gracias, Cristiano. Flavio, ¿querías hablar o hacer una pregunta? Sí. En este panorama que plantea Cristian Laval, ¿cómo ubicaría usted en toda esta situación el lugar y la función del crimen organizado? Dans ce panorama que vous définissez, quelle place accordez-vous à ce qu'on pourrait appeler le crime organisé? Porque en países, por ejemplo, como el caso de México, que es donde yo vivo. Au Mexique, là où je suis, en Amérique centrale. En algunas regiones de África también, por ejemplo. Dans certaines zones africaines également. Según lo que plantea Achille Mbembe en algunos de sus textos. Selon ce que dit Achille Mbembe. Hay una relación entre crimen organizado, capital y Estado nacional, donde el crimen organizado desempeña funciones del Estado o sustituye incluso en algunos territorios al Estado. Alors, parce que dans certains pays, en fait, le crime organisé, en fait, a une activité économique importante au sein des pays, arrivant jusqu'à se substituer à certaines fonctions de l'État. Sí, Mbembe habla de soberanías privadas indirectas. Es un término que yo tengo dudas de que sea pertinente. Soberanía, ¿podría repetir? Disculpe. Soberanías privadas indirectas. L'auteur parle de souveraineté privée indirecte.
Pero bueno, ¿cómo situar en esta cuestión el lugar, en este panorama que usted delinea, el lugar del crimen organizado? Porque parecería que no, ajá, que el crimen organizado no es una excrescencia del capitalismo, sino es una forma de funcionamiento del capitalismo. Alors, comment le situez-vous, le crime organisé, dans la mesure où le crime organisé semble à des allures d'excroissance du capitalisme, alors qu'en fait, il fait peut-être partie même intrinsèque du capitalisme. Su realización, una forma de realización del capitalismo global. Une forme finalement de réalisation même du capitalisme global. Y con esto termino. Y del otro lado, algunos movimientos sociales, por ejemplo, los zapatistas en México. Et que pensez-vous, par exemple, des mouvements, certains mouvements sociaux, à l'image du mouvement zapatiste? Que forman comunidades, formas de vida, prescindiendo del Estado y de una relación con el Estado, incluso planteando que no se trata de un Estado dentro del Estado, sino de formas de vida y de organización social donde no hay Estado. Qui ont planté, qui ont établi en fait des formes de vie en fait déliées de l'État, où ils se sont redéfinis hors du schéma de l'État, mais sans pour autant se revendiquer comme un État dans l'État. Oui, sur le crime organisé, En cuanto al crimen organizado, nous n'avons pas défini très clairement pour notre part la façon de les comprendre. Mais ce que vous dites en cuanto al crimen, no hemos determinado, no hemos calificado precisamente la manera de acercarlos, entenderlos. D'un capitalisme criminel et en même temps d'un capitalisme criminel qui assume d'une certaine façon des fonctions publiques, si je puis dire, privatisées, ça me semble une bonne piste de réflexion. Un capitalismo privado que asume funciones del Estado, eso de hecho me parece ser una buena pista para investigar. Mais je voudrais peut-être revenir sur un sujet plus vaste, c'est l'histoire. L'histoire de l'État. Volver hacia una dimensión más amplia es la historia. Bon, nous avons fait l'histoire du développement de l'État, et de sa catégorie centrale qui est la souveraineté. Hemos hecho la historia pardon, excuse-moi. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à quand? Depuis le Moyen-Âge européen jusqu'à aujourd'hui. Mais d'accord. Hemos desarrollado una historia de la soberanía del Estado partiendo desde la Edad Media hasta hoy en día. Mais avec le souci, mais évidemment, il faudrait une histoire mondiale, avec quand même le souci de montrer les différenciations entre les histoires des États nationaux. Pero con la preocupación de poner en relieve las diferencias entre las historias de los Estados nacionales. En fait, il y a un problème qu'évidemment, nous n'avons pas tous les moyens de traiter. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'Europe a exporté sa forme étatique dans le reste du monde. Bueno, hay un problema ahí que no tenemos los recursos como para estudiarlo más en profundidad, pero ¿qué sucedió cuando Europa trasladó o exportó su modelo hacia otras zonas fuera de Europa? Alors, il y a eu à la fois ce mouvement d'exportation et une logique d'importation. Hubo un momento de exportación y a su vez de importación. Qui ont fait que dans chaque État national et dans chaque contexte précis, on a eu affaire à des formes de souveraineté tout à fait particulières qui ne ressemblent pas à la souveraineté en France, à la souveraineté en Espagne, à la souveraineté en Allemagne, etc.
Entonces ocurrió que trasladando los modelos, se encontraron con modelos de soberanías que se desarrollaron, que no eran los mismos que los modelos franceses, alemán u otros. Voilà. Donc, je dirais qu'à chaque fois, il faut faire dans le cadre d'une histoire mondiale de l'État, je puis dire, dans le cadre d'une histoire mondiale de l'État, une histoire aussi évidemment de chaque État particulier. En realidad habría que desarrollar, pero su laburo, habría que desarrollar dentro del marco global de la historia mundial, habría que desarrollar también la historia de cada país. Voilà. Et je pense que l'idéal de la puissance étatique telle qu'elle s'est définie au Moyen-Âge européen, dans le Moyen-Âge européen, cet idéal-là a donné des résultats évidemment très différents et donné lieu à ce qu'on pourrait appeler des grands échecs historiques, justement, dans un grand nombre de pays. Je connais mieux l'Afrique que l'Amérique latine. En Afrique, il est évident qu'il y a une série d'échecs dans l'importation de l'État. Bueno, la historia de la soberanía del Estado, tal como se desarrollara en la Edad Media en Europa, tuvo sus éxitos, pero también tuvo sus fracasos. Yo conozco casos, por ejemplo, en donde se trasladó a África y donde no prosperó. Quant aux zapatistes, je pense. En cuanto a los zapatistas, je pense évidemment qu'il faut prêter la plus grande attention aux expérimentations de grande échelle. Tenemos que ser muy atentos a experimentaciones a gran escala. De formes de vie et de formes politiques qui essayent aujourd'hui d'échapper au modèle de l'État souverain classique. De formas de vida que intentan escapar, apartarse del modelo etático clásico. Et qui tentent de mettre en œuvre des formes d'autogouvernement. Que intentan implementar autogobiernos. Des formes d'autogouvernement régional. Voilà. Ça me semble effectivement une piste importante pour dépasser le moment de la souveraineté de l'État, parce que je crois que... Me parece ser una alternativa interesante para ir más allá de la soberanía del Estado. Parce que notre point de vue, c'est que l'humanité aujourd'hui est confrontée à des problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans le cadre de l'organisation étatique mondiale. Nuestro punto de vista es el siguiente: la población a nivel mundial enfrenta problemas que no se pueden terminar de resolver en las instancias de la representación de los estados. Donc la question n'est pas de se livrer, si je puis dire, pieds et poings liés à la globalisation capitaliste. No se trata de entregarse totalmente a la globalización capitalista. Ni d'en revenir, je veux dire, à des formes complètement fermées d'État. Ni volver a formas de Estado totalmente cerrados o autárquicos. Mais voilà, de penser à des formes d'organisation politique du monde qui pourraient faire face aux questions gravissimes de la crise climatique, des crises migratoires qui vont les accompagner et des tas d'autres problèmes qui vont se poser à l'humanité dans les décennies à venir. Pero sería más bien pensar en modelos alternativos de representación que permitieran enfrentar y debatir sobre los temas, los desafíos que va a encontrar el mundo, que son problemas climáticos, problemas vinculados con la inmigración y otros que ni siquiera conocemos. Voilà. Bien.
Bueno, vamos entrando al final entonces ya de nuestra actividad. Quiero hacerle una última pregunta y luego vamos a concluir, Cristian. Como decimos aquí en Argentina, abuelo de pájaros, simplemente, una impresión. ¿Cómo ves el momento actual en relación a la pandemia? ¿Qué es lo que ves vos como sociólogo de este momento que estamos atravesando? Alors, je voudrais connaître votre regard concernant la pandémie et ses effets, et comment vous voyez la pandémie, comment vous voyez les effets liés à la pandémie, comment voyez-vous l'époque que nous sommes en train de vivre? Bah, je la vois très mal, comme, comme tout le monde. No la veo muy bien, que digamos, como todo el mundo. Preocupante. Bon, c'est une époque terrible, mais elle pose des questions très sérieuses. J'ai été Es una très época espantosa, pero que entabla preguntas muy, muy serias. J'étais très frappé par la rencontre, la percussion de logiques différentes. Me asombró diría el encontronazo, casi el encontronazo entre lógicas distintas. D'une part, je dirais une logique sociale de la solidarité et de la réciprocité qui était très, très visible. Por una parte, lógicas de solidaridad social muy visible, previsible, pero muy visible. Disons ce qu'on pourrait appeler une responsabilité, le sens d'une responsabilité collective. El sentido de, digamos, de lo que podríamos llamar una responsabilidad colectiva. De beaucoup de citoyens qui, par exemple, ont soutenu les soignants, les personnels de santé. Así como, por ejemplo, todos los ciudadanos que vinieron en refuerzo a todo el cuerpo médico en general. Donc, et qui n'était pas seulement un réflexe, disons, égoïste d'autoprotection individuelle. Y no se trataba solamente de un reflejo egoísta de autoprotección individual. Donc, on a eu l'impression à un moment qu'il y a eu vraiment un retour du sens du collectif. Tuvimos la sensación que volvíamos a una época con el sentido compartido de lo colectivo. Mais il y a une autre logique qui était contraire, une logique contraire qui était justement celle de l'État souverain qui s'est en quelque sorte imposé avec une forme d'arrogance, une forme comment dire, d'esprit martial, même d'esprit quasi militaire. Y de otro lado, una forma totalmente distinta del Estado que se impuso con toda su autoridad, con toda su autoridad casi militar. Oui, donc une espèce d'autoritarisme d'État qui venait en fait contrarier d'une certaine façon les logiques de réciprocité solidariste. Voilà. Una autoridad, una forma de autoritarismo de Estado que venía a enfrentarse a las lógicas de solidaridad compartidas. Et aujourd'hui, enfin en tout cas, je parle de la France. Hablando de Francia, en lo personal. On sent dans cette deuxième vague d'épidémie un phénomène tout à fait nouveau, je dirais, de résistance, en tout cas de colère contre... La nueva ola en Francia llegó a algo nuevo, una forma de resistencia hasta de enojo. Voilà, de contraintes qui ne seraient pas légitimes. Por las presiones que no se miran como legítimas. Ou exagérées. Alors donc, O exageradas. Voilà, et tout ça est en train de se mêler dans la subjectivité de la subjectivité des gens, avec une fatigue, beaucoup de mélangé de colère. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment que ça se termine vite parce que ça risque de se terminer mal.
Bueno, todo esto se mete en la subjetividad de la gente mezclado con mucha ira, mucha cólera, y esto tiene que acabarse cuanto antes porque podrá terminar muy mal. Bien. Muchas gracias, Cristian Laval. C'est moi qui vous remercie. Merci. Gracias por estar aquí, gracias a Hervé que ha hecho la traducción, gracias a todo el público, tanto de América como de Francia. Esperamos vernos en otra oportunidad, así que nos despedimos hasta la próxima emisión. Hasta luego. Gracias, merci. Un grand merci à vous, grand merci à Hervé. Merci, Christian. Un plaisir de vous avoir connu, Christian, en tout cas. Merci. Un de Bon. ces jours, alors. Je Eh ben, viendrai j'espère. bien. Je viendrai en bientôt. Argentine un de ces jours. Hein. Oui. Carrément. Merci, Christian. Au revoir.